Salut à tous, aujourd'hui on va parler de perspective et de perspective à deux points de fuite. La perspective, c'est un outil technique qui est utilisé par tous les artistes depuis 600 ans. C'est extrêmement important de la connaître parce que c'est ça qui va permettre de rajouter à vos illustrations, à vos dessins, à vos peintures la troisième dimension, ça veut dire la dimension de la profondeur. Sans cette connaissance, c'est impossible de faire ce genre d'illustration ou ce genre d'illustration ou même d'aller encore beaucoup plus loin dans le délire. Donc on va pas trop faire de blabla, on va commencer les exercices, faites-les avec moi pour plus d'efficacité, utilisez une règle, essayez d'être le plus précis possible. La perspective, c'est un art précis, c'est important de garder ça en tête. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos, vous êtes vachement nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner, c'est toujours dommage, et puis on y va, c'est parti. Alors c'est parti, on va passer à la partie exercice et pour commencer je vous invite à prendre une feuille de papier et à tracer à la règle une ligne d'horizon. Ensuite vous allez placer un point de fuite à la gauche de votre ligne d'horizon et un point de fuite à la droite de votre ligne d'horizon et vous allez tracer pas mal de petites lignes comme ça qui partent de ces points de fuite. Et aussi je voudrais vraiment que vous le fassiez à la règle, j'ai déjà donné 2-3 cours avec des personnes qui visiblement ont envie de le faire sans règle et en fait le problème c'est que du coup c'est pas assez précis et ça nous permet pas de nous rendre compte vraiment de la précision et de la puissance de la perspective. Alors évidemment, avec plus d'expérience, on n'est pas toujours obligé d'avoir une règle, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on est dans une démarche d'apprentissage, utiliser les bons outils, c'est toujours un plus. Bref, je vous invite à faire ça avec les deux points de fuite et là on voit directement le type de profondeur qui apparaît. Je vous invite aussi à dessiner super légèrement et comme ça ensuite lorsqu'on va dessiner, on va pouvoir faire la distinction entre le dessin et puis les lignes de fuite qui sont là juste pour nous aider comme des repères. Et à partir de là, c'est super simple, il va simplement falloir faire des volumes dans le contexte de perspective qu'on vient de tracer. Ça veut dire qu'on va avoir les lignes qui s'éloignent de nous, les arêtes qui s'éloignent de nous qui vont aller vers les points de fuite, et toutes les arêtes qui seront verticales resteront verticales parce que c'est une perspective seulement à 2 points de fuite. Il existe des perspectives à 3 points de fuite, mais on verra ça une autre fois. Essayez d'être précis avec votre règle, de faire en sorte que la règle elle parte vraiment au point de fuite pour avoir des volumes qui soient vraiment cohérents les uns avec les autres. Et le jeu va consister à faire des volumes comme ça, ne vous cassez pas la tête avec le type de forme ou le type de volume, juste expérimentez, créez des modules à droite et à gauche, et je vous invite à répéter l'opération suffisamment de fois de sorte à ce que ça devienne vraiment automatique, que vous n'ayez plus vraiment à réfléchir. Donc à mon avis, faire une bonne 50aine de volumes, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est vraiment un exercice extrêmement satisfaisant parce qu'en fait il ne s'agit pas de savoir dessiner, c'est juste une méthode qu'on va appliquer et si on la suit, on va forcément arriver à un résultat vraiment cohérent avec une perspective propre. C'est tout le but de l'exercice. De sorte à créer une impression de perspective cohérente, je vous invite aussi à appuyer plus fort les arêtes qui vont être plus proches de nous et de tracer les arêtes invisibles, celles qui sont derrière le volume. Néanmoins, celles-ci, celles qui sont derrière le volume, tracez-les de façon plus légère, de sorte à ce qu'on ait cette impression de perspective grâce aux épaisseurs de traits que vous allez faire sur votre volume. Et ensuite, en faisant ça, vous allez comprendre qu'en fait, c'est tous les objets de la vie qui respectent ce type de contexte avec des lignes comme ça. Donc quand vous allez à l'extérieur ou quand vous êtes n'importe où, observez dans quel contexte de 3D le monde que vous observez se trouve. Parfois ce sera en 1 point de fuite, parfois ce sera en 2 points de fuite, parfois ce sera en 3 points de fuite, ou alors même des fois il y aura des objets qui vont être en 1 point, d'autres en 2 points, d'autres en 3 points, etc. Évidemment la vie après avec tous les objets du quotidien, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple exercice comme celui-ci, mais ça permet de se mettre un pied à l'étrier et puis de comprendre un peu les principes fondamentaux de la perspective. On n'a fait que des volumes qui étaient en bas de la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon est à hauteur de notre regard. Ça veut dire que tout ce qui va être en dessous, on va le regarder par-dessus, et tout ce qui va être au-dessus de la ligne d'horizon, on va le regarder par-dessous. Donc même les nuages, par exemple, qui sont des volumes également, réagissent exactement de la même façon qu'un bloc comme un immeuble finalement. Ça va réagir à la lumière et à l'ombre de la même manière. Évidemment, c'est pas fait de la même chose, donc les lumières vont pas se refléter dessus pareil, et il va y avoir des arêtes plus ou moins saillantes et tout, mais d'un point de vue fondamental, un nuage ou un immeuble, on peut le représenter de la même manière dans la perspective pour créer par exemple une illustration plus cohérente, plus solide. Maintenant, je vous invite à observer un truc qui s'appelle la distorsion, qui est sur les volumes en haut à droite de mon petit dessin. En fait, quand on fait des volumes comme ça en perspective, dans la 3D, il faut bien comprendre que chacun des angles qu'on est en train de faire, tout comme les angles d'un cube par exemple, vont tous être à 90 degrés. Et normalement, ça se ressent en tant que tel. On est bien d'accord que tous les volumes que j'ai fait en bas de l'illustration sont effectivement ressentis comme étant tous à 90 degrés. Mais les 3 volumes qui sont en haut, alors même que je suis en train de respecter exactement la même technique grâce au point de fuite, etc., donc ce que moi je fais est correct, mais il y a un phénomène qui apparaît, qui fait partie un peu des limites du système, c'est la distorsion. Donc on va commencer à avoir des objets qui commencent à avoir une forme incohérente par rapport à ce que nous on peut voir dans la réalité. Et on peut voir ça par exemple quand on prend une photo avec un iPhone, puisque c'est un grand angle et qu'on a par exemple notre visage qui est à une extrémité, à un angle de la photo qu'on est en train de faire. On peut voir qu'on a la tête qui est un petit peu allongée, on peut voir que notre tête elle est déformée
jamais en fait. Parce que plus on est au centre de la lentille, moins il va avoir de distorsion et plus on va aller vers l'extrémité du cône de vision et plus on va commencer à avoir des distorsions. On peut s'en servir dans une certaine mesure de la distorsion pour donner beaucoup de dynamique à quelque chose, mais évidemment au bout d'un moment il faut juste faire attention parce que ça peut aussi devenir n'importe quoi. Bref, après le jeu continue, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à refaire l'opération pas mal de fois parce qu'en fait ça prête plutôt à confusion de faire des volumes comme ça dans la perspective. Et il faut vraiment en faire un certain nombre histoire de valider le concept. Maintenant avec un feutre vert, je vais faire 2 fenêtres. Je vais faire une fenêtre avec une ligne d'horizon plutôt vers le haut et une autre fenêtre avec une ligne d'horizon plutôt vers le bas. Donc la fenêtre verte qui est à gauche, on peut voir que la ligne d'horizon est super haut et du coup ce que ça fait c'est que ça va nous donner une perspective très importante sur la partie basse de l'illustration. Un petit peu comme si on était sur un immeuble par exemple et qu'on regardait devant nous, mais où on a beaucoup plus de vue sur la profondeur basse de l'immeuble plutôt que sur la partie haute. A l'inverse, le cadre qui est en haut à droite, j'ai fait au contraire une ligne d'horizon qui est extrêmement basse. Donc là, on va avoir beaucoup plus de puissance et de dynamique sur toute la partie haute de l'illustration. Et ça, c'est vraiment un choix que vous avez à faire selon le sujet que vous avez envie de traiter. De façon générale, on met rarement une ligne d'horizon en plein milieu. Ça se fait, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très populaire pour des raisons esthétiques. Donc on aura tendance à les mettre ou un peu en bas ou un peu en haut. Là, j'ai fait exprès d'accentuer le trait, de mettre très en haut ou très en bas. Mais c'est juste pour illustrer mon propos. Après, évidemment, on peut nuancer. Maintenant, je vais essayer de faire un dessin un peu plus poussé où ça a du sens, parce que faire juste des blocs comme ça, c'est sympa comme un espèce d'exercice d'initiation, mais évidemment, c'est pas une fin en soi. Donc, je vais commencer par décider l'inclinaison de mes lignes de fuite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, comment faire pour dessiner une grille de perspective lorsque les points de fuite sont à l'extérieur du cadre. Donc, je vais pas répéter le tuto maintenant, je vous invite à regarder la vidéo dédiée qui est dans la playlist sur la perspective. Et une fois que j'ai fait ma fameuse grille, un petit peu comme on a vu avant, de façon très légère, je vais pouvoir placer un volume. Et même si le dessin que je suis en train de faire va être comporté de plein de petits volumes après, je veux pouvoir faire en sorte de pouvoir les inclure dans mon gros volume et surtout pas l'inverse. C'est exactement comme quand on fait un portrait, on dessine d'abord la forme générale du visage, puis ensuite on applique le nez, puis les trous de nez, puis plus tard éventuellement les grains de beauté et la texture de la peau. Et bien là c'est pareil, je m'inspire d'un bâtiment un petit peu néoclassique, je vais pas commencer à faire les colonnes autour de la porte, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Ensuite, en général, quand on aura fait un volume qui va représenter un bâtiment, par exemple, on va commencer par faire le truc qui est toujours indispensable, c'est trouver son centre. Pour trouver le centre d'un objet dans la perspective, il va falloir faire une croix qui représente les diagonales de l'objet. Et ensuite, au centre de la croix, on aura le centre parfait de l'objet, dans la perspective, bien sûr. Donc ça, c'est pour diviser un plan en 2 dans la perspective, mais évidemment, on peut diviser en 3, en 4, en 8, en 7.5, etc. Ça, je vous laisse vous référer à l'autre vidéo que j'ai fait aussi, qui est sur justement les multiplications et les divisions. Et le but ici, ça va être de continuer dans la même logique que ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire mettre des blocs finalement à côté d'autres blocs. Simplement, cette fois-ci, j'ai envie de les mettre en cohérence les uns avec les autres, et en essayant de respecter aussi une forme d'anatomie du bâtiment. Là, je suis pas en train de faire un pot de chambre, je suis en train de faire un bâtiment néoclassique, et j'ai envie que ça puisse se ressentir comme tel. Quand on fait de la perspective, il faut être vraiment patient parce que c'est quelque chose de très long, d'assez difficile. Et en fait, surtout, ça creuse le cerveau. C'est vraiment quelque chose qui va vous pomper votre énergie cérébrale. Donc c'est pas grave, c'est très cool. Il faut prendre l'habitude d'en faire pour la faire mieux. De toute façon, c'est comme tout, avec la pratique, ça rentre. Mais il faut pas se décourager parce que c'est long, c'est compliqué et parfois on se rate. C'est la vie, c'est comme ça. Donc je vous invite à essayer de ne pas bâcler et à constamment vous référer aux techniques de perspective et de mesure, de sorte à réussir à faire un volume qui soit cohérent le plus possible et à être le plus précis possible avec son crayon et sa règle. Parce qu'au bout d'un moment, éventuellement, il commence à y avoir un nombre de lignes incroyable et on peut vite tendance à avoir à se perdre dans le méli-mélo de lignes et à se décourager. Vous voyez, à ce moment-là, j'essaie de faire une division particulière pour mes colonnes. Et puisque je ne sais pas comment faire pour faire cette division précise, je vais faire une petite étude et faire des diagrammes en 2D, donc pas en 2 points de fuite, pour voir comment mes lignes réagissent et pour voir si j'arrive à trouver la division que je désire faire. Et finalement, je ne vais pas y arriver, donc je vais utiliser une méthode de division un petit peu complexe que je ne vais pas expliquer maintenant, mais que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le sujet de la division et de la multiplication. La perspective, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup des concepts très très simples qui, à force de se complexifier, peuvent devenir éventuellement très compliqués. Mais finalement, c'est toujours des trucs de base qu'on répète. Évidemment, il y a des petites bottes secrètes, comme par exemple le fait d'utiliser cette ligne qui est là pour diviser, qui est à l'extérieur du dessin, reporter une mesure en 2D dans la 3D, ce genre de choses, si on te le dit pas, tu l'inventeras pas. Mais une fois qu'on a appris quelques trucs techniques, ce que je peux vous recommander pour progresser en perspective, c'est de commencer à faire des objets vraiment simples, comme par exemple une commode, une armoire, ce genre de trucs, et petit à petit d'augmenter la difficulté des objets que vous êtes en train de faire.
sans essayer de trop passer des étapes, de griller des étapes, parce que clairement, si on sait faire juste une armoire, on n'arrivera pas à faire une église, et certainement pas une cathédrale, ce genre de truc. Donc même si la perspective, c'est simplement une technique appliquée, de sorte à progresser sans se décourager, à mon avis, il faut y aller un petit peu progressivement. Moi personnellement, j'ai commencé à faire des bâtiments simples, puis des bâtiments un petit peu plus compliqués de type néoclassique, puis éventuellement des petites églises, des petits intérieurs, des hôtels, et même parfois faire des études complètement isolées, comme par exemple des colonnes romaines, etc., pour ensuite pouvoir tout cumuler. Et je suis loin d'être un as de la perspective. Il y a beaucoup plus balèze que moi, et de très loin. Un autre truc que je peux vous conseiller de faire, et c'est une erreur que j'ai fait sur ce dessin, c'est de faire un dessin trop compliqué alors que la feuille est trop petite. En fait, il y a tellement de lignes, il faut être tellement précis qu'au bout d'un moment, la taille de la feuille devient un problème. Il faut avoir une longue règle et une feuille, je dirais, au moins format A3. Là, un format A4 comme ça, c'est un petit peu galère, ça fait un peu mal au crâne. C'est aussi important toujours de dessiner dans la transparence, comme on a vu dans le premier exercice. Par exemple là, pour faire le dôme qu'il va y avoir sur le toit, je ne peux pas le faire correctement dans la perspective sans avoir dessiné le plan du toit sur lequel mon dôme est posé. Ce plan du toit, je ne le vois pas. Ma seule option pour pouvoir le voir et pour pouvoir le considérer dans mes petits calculs, ça va être de le faire en transparence. Et là, vu que je vais faire une ellipse parce que c'est un dôme et que ça a une base circulaire, je vais d'abord commencer par faire un carré, puis ensuite je dessinerai mon ellipse. Je ferai une vidéo bientôt sur les ellipses, c'est promis, c'est un chapitre super important. Alors je vais pas aller trop loin dans le rendu de ce dessin parce que j'ai fait surtout pour la démonstration YouTube et que c'est extrêmement chronophage, j'avais vraiment d'autres trucs à faire, mais c'est de toute façon le même principe appliqué encore et encore jusqu'à réussir à faire un dessin plus précis. Donc je vous invite à faire les petits exercices de base comme je vous ai montré et ensuite de rapidement passer à des objets du quotidien, des objets en relation les uns avec les autres, ce genre de trucs. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Essayez de repérer un petit peu tous ces concepts de perspective dans la vraie vie parce que finalement, ça c'est vraiment des trucs qui permettent de créer des choses vraiment vraisemblantes comme la vraie vie. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne pratique et puis à la prochaine.